Sculpture, Carbone 14. Les historiens de l'art ont tenté d'émettre quelques hypothèses et théories. On a cru y percevoir une magie de la chasse, de l'art pour de l'art, comme des figurations liées à quelques transes et pouvoirs occultes. Il faut dire que, déjà bien démuni face à cet art d'exception, un grand penseur, André Leroi-Gourhan, a pétrifié la recherche et par là même la profession au travers d'un petit ouvrage, Les religions de la préhistoire, paru en 1964. Depuis, 50 ans de théorie se résument à un chamanisme emprunt aux sociétés sud-africaines et circumpolaires, la quête d'une émotion individuelle et collective au travers de la psychanalyse, tandis que d'autres y voient tout simplement une sorte de cinéma pléistocène, voire antédiluvien. Pendant ce temps, dans leur espace cavernicole, la majorité des pariétalistes, comme ils se dénomment, relèvent au millimètre près des figurations essentiellement animales, papates ou sabots de chevaux. C'est dire si la recherche est pauvre à la traîne de cet art exceptionnel. Pourtant, ce soir, dans le magazine d'archéologie de France Culture, un chercheur nous propose une approche nouvelle et par essence iconoclaste qui devrait frapper le pariétal de nos archéologues. Emmanuel Guy, bonjour. Bonjour. Préhistorien, mais surtout historien de l'art préhistorique. Vous venez de publier un ouvrage brillant, Ce que l'art préhistorique dit de nos origines, paru chez Flammarion. Emmanuel Guy, le jugement est sévère, mais les modèles et théories des pariétalistes ne se résument-ils pas au plaquage souvent malheureux de théories empruntées à l'ethnographie ? Il est vrai que André Leroi-Gourhan avait, créé une sorte de tyrannie, enfin, disons plutôt qu'il avait à juste titre d'ailleurs émis un interdit sur ce qu'on appelle le comparatisme ethnographique, donc ce qui consiste effectivement à plaquer des interprétations extérieures sur, en l'occurrence là, sur l'interprétation que l'on peut faire de cet art. Et donc après lui, on a le sentiment que les spécialistes, effectivement, ont peut-être durci encore leur position jusqu'à réduire la recherche à quelque chose finalement d'essentiellement documentaire. C'est ce que vous avez évoqué dans votre introduction. Et puis il y a eu aussi une sorte d'effet de transgression de cette logique qui a été récemment le retour de ce que l'on pensait être totalement banni, donc, qui était le retour à des principes de comparaison ethnographique ou de plaquage de théories plus ou moins bien connues sur la réalité archéologique. Donc je dirais que effectivement depuis la mort de Leroi-Gourhan, on oscille un peu entre ces deux lignes qui sont d'un côté la rigueur documentaire et puis de l'autre côté des spéculations qui sont parfois, si ce n'est hasardeuses, du moins impossibles à démontrer. Donc les religions de la préhistoire et dans l'ensemble l'œuvre de Leroi-Gourhan ont totalement figé la recherche sur la préhistoire, du moins la préhistoire de l'art. Alors, disons que l'apport de Leroi-Gourhan est indiscutable pour tous les spécialistes de l'art préhistorique et je dirais plus généralement pour tous les spécialistes de la préhistoire et au-delà. Mais sans doute, il y a une forme de dévoiement, on va dire, de la rigueur qu'il a essayé d'installer, puisqu'il a fait finalement de la préhistoire une discipline scientifique, on peut le dire. Et donc, après lui, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une espèce de rigorisme comme ça qui s'est installé, qui a conduit effectivement à figer beaucoup la recherche, ce qui explique éventuellement ce que j'évoquais tout à l'heure sur le retour du comparatisme, et aussi le fait qu'on oublie trop souvent que Leroi-Gourhan, avant d'être archéologue, a été aussi ethnologue, et donc il y a des choses à aller chercher dans les disciplines annexes, et c'est ce que j'essaie de faire. Justement, pourquoi si peu d'approches théoriques en France ? On sait bien sûr qu'en Angleterre et aux États-Unis, on fait beaucoup de théories, alors que nous avons à notre disposition, avec bien sûr les grottes ornées, un des plus beaux patrimoines au monde. Oui, c'est vrai. On pourrait imaginer que à l'égard de ce patrimoine-là, justement, la recherche soit particulièrement dynamique. Mais je pense que pour les raisons qu'on évoquait, c'est-à-dire cette sectorisation très forte qu'il y a eu depuis une trentaine, quarantaine d'années,
Finalement, il y a très peu d'échanges entre des disciplines qui auraient beaucoup à apprendre l'une de l'autre, ou en tout cas à échanger, à communiquer. À cet égard, encore une fois, on est surpris du fait que, par exemple, une discipline voisine, qui est l'ethnologie, ait fait depuis très longtemps, par exemple, dans le domaine de l'art, beaucoup de points de convergence, en tout cas, avec les méthodes qui peuvent exister du côté de l'histoire de l'art, ce qui n'existe pas du tout, à ma connaissance, dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Justement, Emmanuel, comment vous positionnez-vous face à ces peintures anciennes, bien sûr, en préhistorien ou en historien de l'art ? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que je pense que ce qui est intéressant, c'est justement à la fois d'avoir une connaissance du terrain qui n'est pas sans incidence sur la forme des images, sur leur disposition, sur tout un tas de paramètres. Et puis, dans le même temps, moi, je m'inspire beaucoup par une formation qui a été la mienne, initiale, disons, de certaines méthodes de l'histoire de l'art, et en particulier d'une histoire de l'art, finalement, qui s'intéresse aux images, je dirais, indépendamment de ce qu'elles signifient ou de ce qu'elles racontent. C'est-à-dire, au fond, et c'est tout à fait adapté au cadre préhistorique, puisqu'évidemment, on ne sait rien et on n'a aucune trace textuelle ni autre. Et donc, il y a aussi une histoire de l'art qui s'intéresse en particulier à la codification, au langage, c'est-à-dire aux manières dont les dessins sont conçus, et qui pense que ces manières ne sont pas du tout innocentes, mais qu'elles renvoient au contraire à des idéologies culturelles, des idéologies sociales, si vous voulez, qui expliquent d'ailleurs qu'il existe une histoire de l'art. C'est-à-dire que c'est bien parce que chaque époque a eu ses propres manières de s'exprimer qu'on peut aujourd'hui en faire l'histoire. Face à notre incompréhension de cet art millénaire, faut-il opter pour des démarches spéculatives ? Alors, c'est votre cas, d'ailleurs. Oui, voilà, je dirais, un peu de spéculation ne nuit pas, mais encore une fois, vous aurez aussi noté que cette spéculation, je dirais qu'elle est au service d'une analyse, on pourrait dire presque, là pour reprendre Leroi-Gourhan, une analyse interne des données, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, je pars de l'étude des formes, dont j'estime que ces formes ne sont pas agencées de manière hasardeuse, et c'est sur la base de ces observations que, effectivement, je propose ensuite une réflexion qui, en particulier dans ce livre, concerne vraiment ce qu'on pourrait, une sorte de sociologie des sociétés, des groupes paléolithiques. Lascaux, Chauvet, Niaux ou Le Portel, comment tout d'abord peut-on qualifier cet art ? Un art surtout figuratif et naturaliste ? Oui, je crois que là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'absolument essentiel et qui n'a pas été suffisamment pris en compte, possiblement donc pour ces raisons de non-communication suffisante que j'évoquais au début entre les disciplines, c'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose de très très irréductible à cet art paléolithique qui est son goût absolument effréné pour l'imitation. Alors ça ne veut pas dire que tous les dessins sont formidables ou parfaits, extraordinaires de justesse, mais ça veut dire qu'il y a pendant à peu près 25 millénaires, on voit très bien que cet art est caractérisé par son goût de la représentation, de l'imitation, de l'illusion si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui étaient très très préoccupés par la question de créer des animaux ressemblants, et pas simplement une évocation comme ça, symbolique d'un animal, mais au contraire d'y ajouter vraiment une dimension d'observation, de détail, de précision, de justesse, qui est tout à fait exceptionnelle si on compare ça avec la plupart des arts, disons, ethnographiques ou exotiques. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui sort tout à fait et qui fait d'ailleurs l'une des grandes caractéristiques connues de cet art paléolithique, qui est, encore une fois, son goût pour l'imitation. Donc c'est un art naturaliste, mais qui est hors de son cadre naturel. Oui, absolument. C'est d'ailleurs une contradiction étonnante, mais dont je propose éventuellement des bribes d'explication, c'est-à-dire effectivement cette contradiction apparente qu'il y a entre d'un côté des animaux qui sont extrêmement détaillés, extrêmement bien dessinés, justes, etc., et puis de l'autre côté une absence totale de contexte, c'est-à-dire qu'on a les animaux, mais on n'a pas le cadre qui va avec, on n'a pas le paysage, on n'a pas les montagnes, on a juste des sortes de figures emblématiques comme ça, détachées de tout contexte. Vous me parliez d'imitation du réel, mais cela marche pour l'ensemble du paléolithique supérieur, et cela, quel que soit l'époque, je dirais le Régnassien il y a 35 000 ans jusqu'au Magdalénien il y a 13 000 ans. Alors, évidemment, on a des variations dont on ne sait pas exactement l'origine, bien sûr, mais on peut dire que c'est quand même une tendance lourde, je dirais, de cet art paléolithique. On n'a pas d'époque évidente dans lesquelles on aurait vraiment un abandon de ce désir d'imitation. On a des choses plus ou moins observées selon les époques, mais je dirais que ça commence tout de suite très fort, puisque vous avez évoqué la grotte Chauvet, qui est le point de départ, on va dire, de cette histoire artistique, avec des dates autour de 35 000 ans. Et en fait, on voit très bien que
ça a perduré. Alors encore une fois avec des niveaux d'intensité, on peut dire, qui ont changé, mais cette préoccupation est restée quand même constante jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où réellement là ça bascule et on passe dans des choses réellement abstraites et même plus du tout figuratives avec toute cette production de galets asiliens, de choses comme ça. Emmanuel Guy, un siècle de préhistoire nous l'a appris. Les hommes du Paléolithique vivaient de la chasse et de la cueillette. C'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, quand même. Alors, la proposition qui est faite dans ce livre, hein, elle est effectivement, elle va à l'encontre du modèle habituel, qui est celle de la description, donc qui est donnée de groupes de chasseurs-cueilleurs qui nomadisent des petits groupes relativement éparpillés et qui vivraient dans des structures foncièrement égalitaires. C'est-à-dire un schéma qu'on trouve dans certaines régions du globe, en Australie par exemple, ou en Afrique du Sud. La question du naturalisme que vous évoquiez tout à l'heure, à mon avis, elle pose une vraie question par rapport à ce modèle, puisque en fait, si vous voulez, le point de départ du livre est de montrer que ce goût pour l'imitation, je dirais qu'il implique aussi, il a ses propres contraintes, c'est-à-dire qu'il exige un savoir-faire absolument phénoménal. Hein, on ne dessine pas naturellement comme ça. Il faut apprendre, il faut s'entraîner. Ça va même au-delà simplement de l'apprentissage du dessin. C'est ce qui est en jeu dans l'art paléolithique, l'art des grottes, c'est tout un savoir extrêmement sophistiqué. Donc tout ça, ça implique des structures sociales qui sont capables de le concevoir et aussi de le gérer, donc des moyens éventuellement d'entretenir des gens dont on peut penser qu'ils auraient une forme de spécialisation. Donc je dirais le naturalisme par lui-même pose un problème avec l'idée même de société dans laquelle tout le monde a à peu près le même rôle et n'existe aucune inégalité sociale. Le mot spécialiste est un mot qui choque souvent quelquefois les préhistoriens. Oui, effectivement, ça les choque parce que dans le schéma de société égalitaire, effectivement, on ne conçoit pas des spécialistes. On conçoit, dans le meilleur des cas, des experts. Hein, l'argument qui est avancé habituellement, c'est celui, effectivement, de niveaux d'exécution différents selon le talent individuel. Hein, et on a des tailleurs de pierre, c'est-à-dire des gens qui fabriquaient des outils, qui ont acquis des compétences que d'autres n'ont pas. Simplement, ce qu'il faut bien souligner, c'est que là, on a affaire avec la représentation, avec le dessin, à une activité qui n'est pas du tout une activité d'ordre vital. Je veux dire que les tailleurs de pierre, on peut imaginer que la nécessité d'obtenir des armes de chasse, etc., les a conduits à développer un savoir parfois exceptionnel, mais il n'en allait pas du tout de même pour les artistes. Donc là, il y a une volonté, je pense que cette volonté, encore une fois, a à voir avec une forme de différenciation au sein de ces sociétés. L'anthropologie sociale, Alain Testard en tête, se sont penchés sur les sociétés produisant du stock, du surplus. Ainsi, de par le monde, il y aurait deux types de sociétés, celles qui stockent et celles qui n'ont pas de réserve. Oui, alors je dirais que la lecture d'Alain Testard a été effectivement pour moi dans ce travail quelque chose de très important, puisque ça mettait en évidence le fait que des chasseurs-cueilleurs justement n'étaient pas tous selon le modèle qui est très souvent avancé, c'est-à-dire encore une fois des populations qui vivent au rythme saisonnier et qui se déplacent à l'intérieur d'un territoire. Mais il a montré au contraire, ou il a rappelé des sources qu'on avait un peu oubliées, c'est l'existence d'une autre catégorie de chasseurs-cueilleurs qui sont des chasseurs-cueilleurs stockeurs qui bénéficient de ressources très exceptionnelles, qui vont stocker. Et c'est cette thésaurisation des ressources qui va justement conduire à l'appropriation et au déclenchement de disparités économiques importantes. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Emmanuel Guy, le stockage aurait-il pu émerger avant la naissance de l'agriculture, ce système qui gère par essence du stock ? Alors là, c'est la question particulièrement compliquée pour des raisons évidemment de manque d'information, de conservation, de tout ça. Alors bon, il faut d'abord préciser que quand on regarde d'un peu plus près, on voit que le stockage n'est pas complètement absent de ces sociétés, hein, puisque on a des exemples notamment en Europe centrale, mais aussi dans la plaine russe, hein, de grands habitats. Bon, d'abord des habitats qui sont des habitats en dur, hein, dont en os de mammouth. Voilà, exactement. Hein, donc ces grandes cabanes qui sont fabriquées en os de mammouth, très souvent sont accompagnées aussi de fosses, dont on peut raisonnablement penser que pour certaines d'entre elles, en tout cas, elles auraient pu servir de fosses de stockage. Par ailleurs, pour ce qui est de nos régions, on a quand même des choses assez intrigantes avec des sites qui ont des habitats qui ont des couches extrêmement importantes, avec
donc énormément de matériel, dont on ne peut pas garantir que ces accumulations procèdent d'occupations continues, mais quand même qui suscitent une certaine curiosité. Et puis aussi des analyses de plus en plus récentes qui montrent autour de la saisonnalité des chasses, qui montrent quand même que certains sites, notamment je pense à des résultats récents qui ont été obtenus en Europe centrale, qui montrent que les sites étaient occupés quasiment toute l'année. C'est-à-dire que les chasses ont été faites pendant quasiment toute l'année. Donc encore une fois, les indices sont... Une forme de sédentarité. Voilà, on a quelque chose qui pourrait justement s'apparenter à ces exemples que l'on connaît de chasseurs-cueilleurs inégalitaires et stockeurs, qui sont des groupes qui vivaient à demeure dans des formes de villages pendant 7-8 mois de l'année et puis qui se promenaient le reste du temps pour aller acquérir d'autres matières premières. Vous foutez des trucs dans un sac, il en sort un empire, disait Deleuze. Les sociétés du Paléolithique étaient-elles égalitaires ou tout au contraire déjà hiérarchisées ? Alors, c'est toute la question, c'est que moi je pense une fois encore que les dessins sont un indice extrêmement important de ce qui pour moi pourrait être donc le signe de cette inégalité qui est très difficile à percevoir par les seuls moyens de l'archéologie, mais justement là, en l'occurrence, l'apport des images, à mon avis, mérite réellement qu'on se pose la question, d'autant, comme je vous le disais aussi à l'instant, que on a quand même un certain nombre d'indices qui montrent que la sédentarité dans un certain nombre de cas a tout à fait pu exister et que si les preuves matérielles du stockage ne sont pas là, c'est peut-être d'abord pour des raisons de conservation. Le surplus via le stockage crée de la richesse crée de la hiérarchie. Ce schéma est-il applicable à la préhistoire et bien sûr à celle du Paléolithique en France ? Oui, je vois pas exactement en quoi il ne serait pas applicable. Je rajouterais aussi que justement dans les espèces de grandes compilations que Testard a fait autour des modes de vie différents des chasseurs-cueilleurs, il montre que les chasseurs-cueilleurs qui sont situés en gros dans des latitudes froides, dans l'hémisphère nord, sont généralement, très généralement même si on regarde de plus près, des chasseurs-cueilleurs à stockage. Donc d'une certaine manière, si on voulait pousser la comparaison, on ne voit pas très bien pourquoi les premiers chasseurs-cueilleurs sapiens qui ont vécu dans cette partie du globe échapperaient à la règle. La hiérarchie des élites fonde leur légitimité sur le prestige. Hormis l'art dont nous allons bien sûr reparler, bien peu d'objets semblent affirmer l'ostentation de ces sociétés. Oui, c'est vrai. Oui et non, malgré tout. Oui, bon alors d'abord, effectivement, comme vous venez de le rappeler, le naturalisme est une forme d'ostentation. Ça, pour moi, il y a quelque chose de tout à fait évident autour de ça. On a quand même des objets qu'on a un petit peu mis sous le tapis, ou disons dont on ne sait pas très bien quoi en faire, mais on a quand même des choses assez spectaculaires. Bon, évidemment, je pense à ces fameuses feuilles de laurier solutréennes dont on ne voit pas très bien la fonction et qui sont quand même des objets dont aujourd'hui encore on ne peut pas réellement... on a du mal en tout cas à reproduire. Les propulseurs extraordinaires. Les propulseurs. Une chasse individuelle. Absolument. On a quand même une ornementation, comme vous le dites, une ornementation sur des objets, sur des armes en particulier individuelles qui est très sophistiquée. Donc au fond, on peut se demander si c'est pas aussi l'habitude un peu de cette vision de petits groupes de chasseurs-cueilleurs très nomades et égalitaires qui finalement nous a fait interpréter des choses sous cet angle-là sans que pour autant ça soit forcément le cas à y regarder d'un peu plus près. Et puis il y a aussi les tombes, il y en a très peu pour le Paléolithique, mais peut-être étaient-elles celles de privilégiés ? Mais absolument, et déjà le fait qu'elles soient aussi peu nombreuses, tout en étant quand même là, pose question. Pourquoi une centaine de tombes sur 25 000 ans, ce qui est déjà une première question. Ensuite, comme vous le dites, le matériel funéraire, parfois très important. Alors pas dans tous les cas, mais quand c'est le cas, le matériel funéraire est tout à fait spectaculaire. Évidemment, je ne vais pas rappeler l'exemple de la sépulture de la double sépulture, triple sépulture de Sungir, mais on a... extraordinaire découverte. Voilà, absolument. Extraordinaire découverte avec des enfants qui sont parés de plusieurs milliers de perles, qui ont demandé des ivoire. Voilà, en ivoire, des milliers d'heures de travail, qui possèdent des objets absolument magnifiques, dont des cordages rarissimes. Absolument, y compris des armes pour des enfants, ce qui quand même pose la question, encore une fois, de l'émergence dans ce type de société de ce qu'on connaît ailleurs, c'est-à-dire une forme d'aristocratie transmise de manière héréditaire. Cette hiérarchie sociale que vous évoquez, Emmanuel Guy, va à l'encontre du courant actuel, qui est par essence rousseauiste. Oui, c'est ce qu'on évoquait effectivement à l'instant, mais je maintiens ma position encore une fois sur la base d'un autre argumentaire qui est encore une fois arriver à ce niveau d'excellence dans la représentation artistique exige
par définition, une forme de spécialisation. Alors, je ne prétends pas que cette spécialisation était forcément permanente, mais elle exige déjà qu'on ait des gens qui aient un savoir que tout le monde ne pouvait pas acquérir, y compris en raison du talent individuel qu'il suppose. L'art préhistorique et l'art paléolithique possèdent une très forte standardisation de ses représentations. Cela affecte non seulement les thèmes, en général bien sûr des animaux, mais aussi les styles. Oui, absolument. Là aussi, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important dans cette idée, encore une fois, d'un art donc qui aurait servi, pour faire simple, une forme d'art de cour, qui aurait servi les intérêts économico-politiques d'une classe privilégiée. Là aussi, je pense que un point sur lequel on ne s'est trop peu penché, en tout cas moi je m'y intéresse depuis de nombreuses années, c'est celle effectivement de l'extrême standardisation de ces représentations, qui répondent, alors tant sur le plan thématique que sur le plan stylistique, à des canons extrêmement précis qui ont donné lieu, et j'ai essayé de le montrer à plusieurs reprises, à de véritables écoles qui se sont diffusées très loin dans le temps et dans l'espace. Et encore une fois, je pense que cette standardisation est totalement tributaire d'un besoin extrême de transmettre un message, et il me semble que l'un des messages possibles pourrait justement être celui de la transmission de privilèges et de statuts sociaux. Oui, c'est assez étonnant de voir que l'on a quasiment les mêmes images sur plus de 3000 kilomètres. Comment peut-on d'ailleurs expliquer ça ? Alors, il y a une première explication qui la plus courante, c'est celle de contester cette parenté, mais si on veut dépasser justement les a priori et le déni, en l'occurrence, effectivement, il faut s'interroger sur les conditions d'une telle diffusion pour ce type de société, et il me semble, là encore, qu'on est là au-delà de la force de séduction d'une religion. Je pense que ce qui a pu légitimer ce type de diffusion à très très longue distance, c'est justement des mécanismes de transmission de choses extrêmement importantes pour ces groupes. Or, je ne vois pas ce qui aurait pu être réellement beaucoup plus important pour ces groupes que précisément la transmission de leur patrimoine. Patrimoine, j'entends matériel, immatériel, etc. C'est-à-dire de leur statut, de leur position sociale. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons avec Emmanuel Guy les sociétés paléolithiques, leur organisation sociale, leur art. Emmanuel Guy, le naturalisme relève du politique dans la mesure où l'imitation relève du prodige et donc du prestige. C'est vous qui l'écrivez ? Oui, c'est moi qui l'écris, mais je prends pas un risque énorme, on peut dire, parce que c'est vraiment ce qu'on observe dans toute l'histoire de l'art. Enfin, en tout cas, dans l'histoire de l'art occidental, on voit très très bien que on a énormément d'exemples qui le montrent et qui le démontrent, que justement la capacité d'imitation, la ressemblance a été justement privilégiée par l'aristocratie, par les classes dominantes, pour se valoriser et pour montrer à quel point elles étaient capables de concurrencer la nature. Puisque c'est ça, au fond, ce que dit aussi le naturalisme. C'est à travers l'imitation, c'est la toute-puissance humaine qui s'exprime. Voici 35 000 ans, s'opère un extraordinaire Big Bang symbolique. L'émergence de mythes et de croyances aurait permis de justifier la domination sociale de ces élites ? Oui, c'est l'hypothèse que je propose donc dans ce livre, qui est effectivement partant de cette idée éventuelle donc d'une forme déjà de hiérarchie très forte qui aurait démarré au début du Paléolithique récent, du Paléolithique supérieur. Au fond, ce scénario permettrait d'expliquer ces innovations que l'on observe à ce moment, ce qu'on a appelé le Big Bang culturel, et qui se manifeste à la fois par l'introduction de nouvelles armes de chasse qui permettent effectivement des chasses plus individuelles, en tirant les animaux à distance, en développant la parure à un stade absolument inégalé dans les périodes qui ont précédé, avec l'apparition aussi de sépultures, avec un riche mobilier, et bien entendu avec tout un système de signes disposés dans les cavernes, mais aussi sur des objets, etc. Produire du symbole. Produire du symbole, pas simplement comme une forme de production inhérente à l'homme, bien qu'on peut penser qu'elle l'est aussi, mais en l'occurrence là pour servir des intérêts politiques. Vous y voyez une sorte d'héraldique des emblèmes liés au lignage des élites. Dans ce cas, nous voici déjà devant des sociétés où le pouvoir serait hérédité.
Oui, alors là, on atteint... Tout ça au travers des peintures, bien sûr. Absolument, tout ça au travers des peintures, mais encore une fois, je pense que les peintures sont un très très bon outil d'évaluation des sociétés, et en l'occurrence, effectivement, j'aimais l'hypothèse, alors là, c'est une partie, disons, encore plus spéculative, mais j'aimais l'hypothèse que ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la standardisation des images, le fait qu'elles répondent, encore une fois, à une nécessité de transmission d'un sens, pourrait renvoyer, comme c'est aussi le cas dans d'autres sociétés hiérarchisées, y compris des sociétés de chasseurs-cueilleurs hiérarchisées, à des formes de signes identitaires, un code identitaire qui permettait à cette aristocratie, à travers la diversité des espèces animales, de faire valoir son nom, sa légitimité, son pouvoir et ses biens. Des sortes de blasons. Des blasons, tout à fait. Et il se trouve qu'en plus, quand on regarde les propriétés mêmes de l'art paléolithique, on s'aperçoit que cette hypothèse n'est pas totalement invraisemblable. Pour vous, ces images, ces animaux symboliseraient des idées, mais ne raconteraient pas d'histoire ? Oui, alors là, il y a eu beaucoup de travaux bien avant moi qui ont souligné, on parlait de Louis-Gourand tout à l'heure, qui ont souligné encore une fois l'une des spécificités de cet art qui est effectivement son caractère très peu narratif. On voit que dans tout l'art paléolithique, on a une ou deux, trois scènes tout au plus, mais que c'est des choses... La scène du puits de Lascaux. Voilà, celle-là en particulier, mais que d'une manière générale, et d'ailleurs c'est comme ça aussi qu'on la reconnaît immédiatement, c'est parce qu'elle est très isolée et que d'une manière générale, effectivement, on a l'art paléolithique se caractérise beaucoup plus par son caractère non narratif, ce qui rejoint d'ailleurs ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait qu'il est coupé de son contexte, ce qui n'est pas incompatible avec cette notion d'emblème ou de blason que nous évoquons à l'instant. Alors on a parlé des animaux, mais que faites-vous des signes qui sont si fréquents dans les grottes ? Alors, sur les signes, moi je dirais que mon terrain privilégié, c'est évidemment celui des représentations. Sur celui des signes, j'ai évidemment moins de choses à dire, si ce n'est que, une fois encore, dans un art qui est aussi peu narratif, les signes, on peut imaginer qu'ils auraient pu venir appuyer d'une manière ou d'une autre le sens transmis par les animaux. Je vous rappelle que parmi ces signes, d'ailleurs, il y en a un que les préhistoriens eux-mêmes ont qualifié de blason. En tout cas, pourquoi vouloir affirmer cette éventuelle suprématie au travers d'un art caché ? En effet, l'art rupestre est un art peu visible, souvent tout au fond de l'espace cavernicole. Oui, c'est très juste. Là, il y a une contradiction apparente entre justement cette visée ostentatoire que moi j'analyse à travers l'imitation et le naturalisme, et puis la localisation de ces peintures. Mais quand on regarde de plus près la répartition de ces figures, on s'aperçoit que les choses ne sont peut-être pas aussi claires. Pourquoi ? Parce que des études ont montré que, de manière très générale, les représentations les plus abouties, les plus sophistiquées, les plus maîtrisées, se trouvaient systématiquement dans les zones des grottes les plus accessibles. C'est-à-dire que, oui, il y a des représentations qui ont été faites au bout d'un boyau perdu, etc., qu'on ne voit pas et que seul un individu peut voir, mais on a aussi, à contrario, des espaces tout à fait aptes à accueillir des groupes de personnes dans lesquels précisément on va retrouver les dessins les plus élaborés. J'ajouterais aussi qu'on a l'art des grottes, mais on sait aujourd'hui depuis plusieurs années maintenant qu'il existait aussi un art de plein air dont on ne mesure pas exactement l'étendue, mais qui montre que ces mêmes représentations pouvaient aussi exister à l'air libre. Emmanuel Guy, pourquoi cet art s'effondre ? Alors, c'est aussi un des arguments que j'évoque collapse dans le livre. Oui, non, mais c'est-à-dire que si on accepte cette idée qu'il y a un lien, je dirais, structurel entre le fonctionnement économique de groupes hiérarchisés, propriétaires de territoires, propriétaires de tout un patrimoine ancestral, et puis le fait qu'avec le réchauffement climatique qui frappe donc à cette époque-là, qui marque réchauffement très fort. Celui-là, il est très sérieux et très palpable dans des temps courts, et on voit très bien que à ce moment-là, ces groupes, on peut imaginer en tout cas que ce qui faisait toute la légitimité via les images de leur pouvoir n'avait plus de raison d'être, puisque leur patrimoine disparaissait sous le réchauffement. Emmanuel Guy, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « Ce que l'art préhistorique dit de nos origines ».
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Julie Garot et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr où vous retrouvez plus de 300 archives sur le site inrap.fr.